au sein du laboratoire d'effort de l'UCL, et donc nous sommes responsables essentiellement des évaluations métaboliques. Alors, je vais diviser ma présentation en 3 parties. Je pense qu'il n'y a pas le... Tant pis, je vais faire comme ça. La première partie sera une brève introduction concernant le contexte des évaluations. Ensuite, je réaliserai une brève présentation, un rappel des évaluations de base que nous réalisons, et puis j'irai un petit peu plus loin en présentant un petit peu les nouveautés et les choses que l'on essaye d'implémenter au sein du laboratoire pour essayer justement d'être le plus pertinent possible et répondre toujours au jour le jour aux attentes des entraîneurs et des athlètes par rapport à leur recherche de performance. Avant donc de parler des évaluations, il est nécessaire de toujours resituer ces évaluations dans un contexte général. Un contexte qui est un contexte de préparation à un objectif particulier, à moyen ou long terme ou à plus court terme, ce qu'on essaye d'éviter, mais en tout cas, on essaye d'avoir cette préparation et cette vue vers les échéances pour comprendre au mieux quelles sont les exigences spécifiques de l'échéance pour fournir des évaluations qui vont apporter des informations concrètes en vue de la préparation de ces échéances. Il faut connaître les échéances, mais il est aussi nécessaire de bien connaître l'athlète, sa discipline et également sa performance. J'en profite pour présenter le modèle que nous utilisons régulièrement pour justement étudier cette performance, qui a été mis en place en collaboration avec la DG Sport et tous les acteurs du CAPS, dans lequel nous allons analyser la performance de l'athlète en fonction de facteurs qui sont inhérents à lui-même, en fonction de facteurs qui sont inhérents à la discipline, mais surtout baignés dans un environnement concret et différent en fonction de chaque athlète, évidemment. Quelles sont les évaluations de base? Eh bien, mes collègues précédemment ont beaucoup parlé de puissance. Effectivement, un athlète, pour être performant, doit réaliser, développer une certaine puissance à un moment donné. Nous, ce que l'on va analyser et voir un petit peu quelle est la réponse de l'athlète par rapport à ça, finalement, c'est quelle est l'origine du développement de cette puissance et quels sont les éléments qui vont permettre à l'athlète de développer cette puissance. Pour développer une puissance, il faut utiliser de l'énergie. Et cette énergie, dans le corps humain, elle est essentiellement fournie grâce à 2 grandes filières, qui sont les filières aérobie et les filières anaérobie. En fonction des disciplines, c'est un graphique qui a été proposé il y a un petit temps par Bangsbo, en fonction des disciplines, évidemment, le recours aux différentes filières n'est pas du tout identique. Et donc, en fonction de la discipline que l'on va envisager, eh bien, on va constater qu'il y a une dominance de l'une ou l'autre filière. Et donc, forcément, on va proposer des évaluations qui vont être dépendantes du type de filière qui va être envisagé. Donc, vous avez ici, classiquement, les tests d'effort qui vont permettre d'évaluer une aptitude aérobie et les tests de déficit d'oxygène qui sont, eux, centrés sur l'évaluation de l'aptitude plus anaérobie des sujets. Au niveau des tests d'effort, tests à intensité progressivement croissante, au cours de ces tests, on mesure la consommation d'oxygène qui va évoluer linéairement par rapport à cette intensité d'exercice. Et l'objectif est de déterminer ce qu'on appelle une VO2 max. Cette VO2 max reste le gold standard dans la détermination de la condition physique. Elle va être intéressante parce qu'elle va permettre la vérification de l'impact de vos stratégies d'entraînement. Mais il faut rester conscient que pour les athlètes de très haut niveau, cette VO2 max, elle va très peu varier finalement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont optimisé le système. Et donc, on aura besoin d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de ces tests à l'effort. Et ces tests à l'effort, notamment, nous donnent des renseignements sur les notions de seuil lactique. À quel pourcentage de ma VO2 max est-ce que j'observe une accumulation d'acide lactique importante? Autrement dit, est-ce que je suis capable de développer une puissance élevée à un haut pourcentage de cette VO2 max? Une notion de rendement et d'économie de course
peut également être issu de l'analyse de ces tests à l'effort. Deux athlètes ayant une même VO2 max n'auront pas spécialement le même résultat, car l'utilisation de l'énergie qui est disponible ne va pas être la même, et donc ils vont avoir des possibilités de performance tout à fait différentes. Dans ce cadre, on peut également compléter les tests à l'effort par d'autres tests, notamment les tests d'état stable de la lactatémie, ou des tests à l'effort avec des paliers beaucoup plus longs qui vont nous permettre d'avoir une analyse beaucoup plus fine, notamment de la lactatémie à l'exercice. Ces tests à l'effort, pour qui vont-ils être utiles? Eh bien, par rapport à ce que j'ai montré précédemment, toutes les disciplines dont la durée serait supérieure à 30 secondes, mais également les disciplines intermittentes. Donc ça fait déjà un large panel de disciplines. Attention néanmoins, l'interprétation, l'utilisation de ces tests à l'effort et l'utilisation des résultats se fera évidemment en fonction des spécificités de chaque discipline. L'utilisation des paramètres va être un petit peu différente. En ce qui concerne l'évaluation du déficit d'oxygène, eh bien, on va donc évaluer dans ce cas-là l'aptitude anaérobie du sujet. On va lui demander, sur base d'un test préalable de VO2 max, de développer une intensité qui va correspondre à 125% de cette VO2 max. Donc c'est un test supramaximal. Au cours de ce test, on mesure également la consommation d'oxygène. Elle va être intéressante. Pourquoi? Tout simplement, on va constater qu'à l'arrêt de l'effort, eh bien, donc, progressivement à la mise à l'exercice, la consommation d'oxygène va augmenter pour atteindre un plateau, et à l'arrêt de l'effort, évidemment, cette consommation d'oxygène va à nouveau diminuer. On constate que le plateau correspond, dans ce genre de test, à l'atteinte de VO2 max. Ce point est assez important pour calculer notamment le déficit d'oxygène accumulé. Pourquoi? Tout simplement, la quantité d'énergie nécessaire pour faire l'exercice est représentée par le rectangle qui est ci-dessus. Lorsqu'on mesure la consommation d'oxygène, eh bien, on peut attribuer le pourcentage d'énergie fourni par le système aérobie à l'air sous la courbe de la consommation d'oxygène. Donc, il n'y a pas besoin de grand dessin. Pour définir le déficit d'oxygène, on va faire la différence entre l'énergie totale requise par l'exercice et ce que l'on a mesuré, et on obtient ce déficit d'oxygène. Il est évident que pour les disciplines telles que le 400, le 800 mètres ou le 1500 mètres en athlétisme, cette notion de déficit est évidemment importante, et un athlète qui arrive à contracter un grand déficit va augmenter ses potentialités de performance. En conclusion, le déficit maximal d'oxygène reste un gold standard pour la définition de l'aptitude anaérobie d'un sujet. Elle permet également de vérifier l'impact de stratégies d'entraînement spécifiques. Et donc, il est intéressant de reproduire ce genre de test à intervalles réguliers. Pour aller plus loin, actuellement, nous avons mis en place, grâce à l'achat d'un nouvel appareil, une mesure du pH sanguin qui est relativement intéressante. Pourquoi? Tout simplement, à la fin de ce test supramaximal, eh bien, nous faisons des mesures de lactate sanguin et de pH, et en fonction de l'évolution, il est possible d'estimer finalement l'évolution du pouvoir tampon de l'athlète. Donc finalement, la capacité à tamponner l'acidité qui se serait installée progressivement lors de ce genre d'exercice. Alors pour qui va-t-on proposer ce type de discipline? D'évaluation? J'ai parlé du 400 mètres, du 800 mètres en athlétisme. De manière plus globale, on peut envisager ce type de test pour toute discipline qui requiert un apport énergétique important, mais surtout rapide, et qui va mobiliser de manière importante les filières anaérobie. Alors voici pour la base. Maintenant, on va essayer d'aller un petit peu titiller et rechercher le détail, parce qu'il est intéressant d'optimiser cette base et de l'évaluer grâce à ces tests, mais il est intéressant d'aller rechercher le détail. Et pourquoi rechercher le détail? Tout simplement lorsqu'on observe ce genre de situation.
cette situation, pour ceux qui la connaissent, c'est donc l'arrivée de l'équipe, de l'épreuve du triathlon féminin aux Jeux de Londres. Et lors de cette arrivée, après 2 heures d'effort, plus ou moins, eh bien, ça s'est terminé au sprint et à la photo finish. Donc les sujets, les athlètes en question, ont travaillé des semaines, des mois pour préparer un objectif, pour optimiser des valeurs de base, mais l'arrivée, la victoire, le tout et le presque rien, on va dire, se joue sur un détail. Donc il est important d'aller rechercher ce détail. Et donc dans le cadre de nos travaux, de nos évaluations, on a mis en place certaines stratégies, je vais vous en présenter 2, parce qu'il y en a plusieurs, qui justement s'orientent un petit peu vers la recherche de ce détail. On part à chaque fois sur le postulat de base que la base est maîtrisée, la base est optimisée, l'entraînement est optimisé. Dans le cadre qui est présenté ici, nous avons vérifié, puisque ça a déjà été vérifié dans la littérature, Alain en a parlé tout à l'heure, que certaines aides complémentaires comme l'utilisation de bicarbonate de sodium étaient intéressantes, notamment dans les disciplines explosives de courte durée. C'est bien, ça a été validé scientifiquement, mais la question est toujours savoir ce qui est scientifique. Est-ce que sur le terrain, est-ce que la significativité scientifique va amener quelque chose sur le terrain? Est-ce que chez l'athlète, on peut avoir effectivement, est-ce que pour mon athlète, d'un point de vue individuel, cela va être efficace? Puisque le scientifique parle plutôt en termes de moyenne, nous ce qu'on essaie de voir, c'est par rapport à l'athlète, est-ce que lui, cette stratégie est efficace? Et donc, la structuration du testing que nous avons fait est la suivante. On a testé cet athlète à 2 reprises. La première fois, nous lui avions administré simplement 2 heures avant le test, il a pris une certaine quantité d'eau, 1 litre d'eau. Et puis nous avons réalisé 3 spécial judo fitness tests, puisqu'il s'agissait d'un judoka. Donc très rapidement, ce test, c'est un test de projection en aller-retour, un test maximal, très intense, qui durait au total 1 minute 35, avec des périodes de récupération de 5 minutes. À chaque flèche que vous retrouvez ici, nous avons réalisé un prélèvement sanguin pour évaluer le pH et notamment le lactate, une mesure du lactate sanguin. À la 2e reprise, donc lors du 2e entraînement, nous lui avons administré une certaine dose de bicarbonate de sodium. Jetons un œil aux résultats. Donc, que peut-on observer? Eh bien, lorsqu'on analyse le pH sanguin au fur et à mesure du temps, et donc en fonction des phases de récupération et d'exercice, eh bien, on observe que rapidement le pH diminue. Il diminue. Alors, si vous faites attention aux valeurs, on constate que le pH diminue, mais pas de manière énorme malgré tout. Donc cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement le corps humain a déjà des systèmes tampons qui sont relativement efficaces et qui permettent de lutter contre une diminution de ce pH de manière très importante. Donc ça c'est la situation sans bicarbonate. Et qu'observe-t-on après adjonction de bicarbonate, donc 2 heures avant l'exercice? Eh bien une situation qui n'est pas fortement différente. Donc le pH ne varie pas très fort. Au niveau du lactate sanguin maintenant, eh bien, on observe une hausse du lactate qui est tout à fait logique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que l'exercice étant très, très intense, eh bien, la glycolyse fonctionne à plein régime et le corollaire, c'est une production d'acide lactique et une accumulation de cet acide lactique. Par contre, lorsqu'on observe les chiffres après adjonction de bicarbonate, eh bien on constate que l'évolution, la tendance globale est la même, mais pour des valeurs qui sont largement supérieures. Et donc, ces résultats vont nous mettre sur la piste et on va comparer ces résultats à des résultats qui ont été observés et vérifiés dans la littérature et on observe le même genre de tracé. On reviendra un petit peu sur cette évolution de lactatémie différente juste après. Alors la question qui reste à savoir, c'est ok, j'ai un pH qui reste similaire, une concentration de lactate qui est quand même notablement supérieure. On ne peut pas tirer de conclusion générale puisqu'on n'a qu'un sujet évidemment, mais une différence pour ceux qui ont l'expérience de 3 millimoles,
c'est quand même, ça semble significatif. Au niveau de la performance, eh bien, on a constaté que le sujet, au fur et à mesure des répétitions, était malgré tout capable de réaliser 2 projections supplémentaires. Donc on peut estimer, on peut dire que la performance, dans ce cadre-là, a été augmentée. Donc les conclusions par rapport à cela, c'est que d'un point de vue purement métabolique, l'ingestion de bicarbonate va créer une alcalose au niveau sanguin. Alors, cette alcalose sanguine ne va pas modifier le pH final pour l'exercice simulé. Par contre, on pourrait interpréter l'augmentation de lactate comme un flux glycolytique accru, c'est-à-dire que la glycolyse va fonctionner de manière plus importante, et donc on peut estimer que l'énergie, la quantité totale d'énergie fournie va être supérieure et pourrait expliquer cette meilleure performance. J'ai mis entre parenthèses à voir individuellement. Il est évident que nous insistons sur le fait que cela doit être vérifié individuellement. Il est intéressant de voir si cette stratégie est efficace. Alors, une des constatations, c'est que dans ce cadre-ci, on a observé des effets positifs pour des doses plus faibles par rapport à ce qu'on a retrouvé, ce qu'il est conseillé de faire dans la littérature. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pourquoi a-t-on choisi cette dose plus faible ? Tout simplement parce que l'ingestion de bicarbonate est, entre guillemets, à risque de troubles gastriques. Et donc, il est important d'établir, et c'est ce qu'on a effectué avec cet athlète, une stratégie d'assimilation pour essayer de minimiser ces troubles gastriques. Et donc, la première chose qui a été faite, c'était de diminuer l'apport. Alors, progressivement, avec lui, nous allons retester avec des doses légèrement supérieures pour voir si on a un meilleur effet et également si les troubles gastriques ne réapparaîtraient pas. Voilà donc pour cette première stratégie. Deuxième stratégie, c'est l'utilisation, en tout cas le testing, dans des conditions particulières d'exercice. Alors, je vous présente ici les conditions de chaleur et d'humidité. Ce n'est pas anodin parce que j'ai parlé de Rio tout à l'heure. Eh bien, Rio, les moyennes de température au mois d'août varient entre 17, ce qui n'est pas élevé, mais 31 degrés. Donc, d'un jour à l'autre, on pourrait se retrouver lors des Jeux avec une température normale, qui nous paraît normale en Belgique, et une température qui est quand même moins confortable pour les athlètes, c'est-à-dire supérieure à 25 degrés. L'humidité également varie de 30 à 90%. Et donc si on arrive à préparer les athlètes à des conditions chaudes, on se prémunit contre cette situation éventuelle. Là, on n'est pas dans l'incertitude, mais éventuellement où l'athlète aurait des conditions très très chaudes. Donc, quel est l'impact principal de la chaleur et de la déshydratation? On va retrouver un impact au niveau cardiovasculaire, cérébral et neuromusculaire qui vont avoir un impact direct sur cette performance, qui a tendance à se réduire évidemment. Donc le challenge par rapport aux sportifs, c'est d'essayer de maintenir la température centrale dans des limites raisonnables, et pour ça, on va essayer de limiter la production de chaleur en essayant de favoriser le refroidissement, mais également, il est important d'essayer d'optimiser l'apport hydrique. Et donc, pour pouvoir réaliser ce challenge, eh bien, il est nécessaire de tester cela et d'investiguer les réactions individuelles de chacun par rapport à cela. C'est ce que nous pouvons faire dans nos installations, puisque nous bénéficions de 2 chambres climatisées qui, par ailleurs, peuvent simuler également des conditions hypoxiques. Nous allons réaliser ce qu'on appelle, au sein de notre labo, des tests de stress thermique. Que va-t-on faire dans ces situations, dans ces tests? Eh bien, on va équiper nos athlètes de patchs qui vont permettre de récolter la sueur. On va les peser avant, après, et on va également mesurer ce qu'ils vont ingérer comme boisson. Et on va dégager toute une série d'éléments. Ces éléments, je vais vous en reparler tout de suite, mais dans la mesure du possible, alors ça c'est une autre situation qui était sur le terrain, donc on peut également réaliser ce genre de mesures sur le terrain. Dans la mesure du possible, bon, c'est assez cocasse, mais on va essayer de reproduire le plus fidèlement possible, ça reste en laboratoire, les situations qui vont être rencontrées par l'athlète. Dans ce cas-ci,
préparait le Grand Prix moto de Malaisie. Donc on s'est retrouvé avec une humidité relative de l'ordre de 75% et une température proche de 30 à 35 degrés, dans les conditions d'équipement complètes. Que va-t-on mesurer et que va-t-on obtenir comme résultat? Eh bien, on va déterminer les pertes réelles en eau, qui vont être corrigées par rapport à la perte des substrats, par rapport aux boissons qui sont ingérées et les urines éventuelles. On va déterminer donc un taux sudoral, qui est important, puisque ça va nous guider sur l'hydratation qu'il sera nécessaire d'adopter en cours de compétition. On va également suivre le volume plasmatique, évidemment, sur base de l'hématocrite et de la concentration en hémoglobine, suivre la température corporelle, également évaluer la natrémie sanguine pour éviter une installation d'une hyponatrémie, et enfin, on peut estimer le contenu de la sueur en électrolytes, ce qui va nous permettre, au final, d'édicter des recommandations générales, mais qui vont être optimisées en fonction de ce qu'on en a pu mesurer. Et de là vont découler toute une série de conseils en termes d'hydratation pré-effort, mais attention, donc avec notamment parfois un focus sur certains sports à catégorie de poids qui ont recours à la déshydratation préalable. En collaboration avec la nutrition sportive, on va essayer d'optimiser l'alimentation, puisqu'il y a certains aliments qui sont reconnus pour favoriser la rétention en eau. Essayer de proposer des routines d'hydratation en cours d'effort, mais également avant et après l'effort. Des stratégies de refroidissement avant l'exercice. Les notions de pré-cooling peuvent être intéressantes dans certaines disciplines. Pendant l'exercice, on peut envisager, pour certaines disciplines, de refroidir l'athlète. Et enfin, après l'effort, puisque certaines compétitions sont le résultat de plusieurs efforts, de plusieurs matchs répétés relativement de manière proche dans le temps. Et également, il sera possible de proposer une acclimatation à la chaleur. Très rapidement, cette acclimatation à la chaleur va créer une série d'adaptations qui vont être relativement intéressantes, justement pour améliorer la réponse physiologique à l'exercice, mais aussi, il ne faut pas le négliger, le confort thermique de l'athlète, et donc espérer d'avoir ces adaptations en termes de performance. Alors, tous ces paramètres peuvent être analysés grâce à un appareil que nous venons d'acquérir. Je voulais juste le signaler parce que on a développé certaines choses, mais en fonction de cet appareil et des apports que cela nous donne, eh bien, on peut envisager d'aller vers d'autres domaines. Je pense notamment à l'évaluation de manière concrète du volume plasmatique et du contenu en masse, la masse totale d'hémoglobine chez l'athlète. Je voudrais terminer avec quelques recommandations générales par rapport à cette présentation. Le message à retenir par rapport aux évaluations que nous proposons, c'est essayer d'abord d'optimiser la base, utiliser les outils de base qui sont à votre disposition, que l'on vous met à votre disposition, mais essayez de faire d'abord au maximum dans votre entraînement. N'oubliez pas les détails qui peuvent faire la différence, et le genre de procédure que je vous ai présenté permet d'explorer ces différents détails, ces différentes stratégies complémentaires qui permettent d'optimiser la performance. Mais surtout, n'hésitez pas à nous contacter lorsque vous avez observé en compétition des choses que d'autres pays feraient. Il est possible que nous puissions vous offrir des solutions à ces problèmes et à ces questions que vous vous poseriez. Voilà, je vous remercie.